Concernant la fiscalité à l'échelle européenne, rien de nouveau. Il y a toujours cette volonté d'harmonisation des États. Simplement, il faut vraiment garder en tête, à l'esprit, que les taxes, le système fiscal est une décision souveraine. C'est une décision des États sans aucune intervention et possibilité d'intervention de la part de l'Union européenne. Au moment de sa construction, il a été décidé que les taxes restaient entre les mains des États. À partir de là, ce qui explique vraiment cette différence qu'on peut retrouver d'un État à l'autre, cet hétéroclisme de taxes, de taux. Je pense notamment aux pays de l'Est qui ont un revenu, une taxe sur les revenus assez intéressante pour les particuliers. À l'inverse, les entreprises sont évidemment intéressées et très attirées pour des États comme l'Irlande, qui ont des taxes assez intéressantes. Mais évidemment, on entend de plus en plus dans les débats qu'on arrive dans un système finalement de forum shopping. C'est-à-dire que les États, comme les particuliers, ont tendance à se déplacer au sein de l'Europe dans cette recherche de fiscalité la plus intéressante, ce qui évidemment n'est pas, d'un point de vue concurrentiel, très intéressant pour tous les États membres. Cette volonté d'harmonisation qui se fait déjà en interne par les États, eux-mêmes essaient de s'harmoniser les uns envers les autres. À l'échelle européenne, la seule harmonisation qui a été faite jusqu'à maintenant, c'est des questions de TVA. Et encore, c'est une harmonisation avec un taux minimal, donc un taux de base, de standard, de 15%. En France, le taux normal est à 20% et on a un système de taux réduit qui est une petite spécificité. Et donc d'un État à l'autre, finalement, à part cette règle de 15%, on a une réelle différence, même concernant la TVA. Après, on ne peut pas non plus nier que l'Union européenne a une véritable volonté quand même d'encadrer ces questions de fiscalité de façon assez indirecte, il faut bien l'admettre, puisqu'au final, c'est la Cour de justice de l'Union européenne qui, à travers sa jurisprudence, des affaires comme Marks & Spencer, qui arrive, en se basant sur les libertés fondamentales européennes, notamment liberté de circulation des capitaux, circulation des personnes, arrive quand même soit à recadrer les États qui font un peu de zèle, ou alors, au contraire, rappeler aux particuliers ou aux entreprises que les règles, les lois, entre guillemets, pas les lois, les règles de l'Union européenne sont là, non pas pour vous ouvrir la possibilité d'échapper aux lois de finances, aux lois de fiscalité, aux taxes, mais de trouver éventuellement, par rapport à vos droits et libertés, vos devoirs fiscaux, entre guillemets, d'avoir quelque chose d'avantageux sans pour autant créer un déséquilibre à l'échelle nationale. Concernant la concurrence européenne, on voit bien que depuis les élections européennes, et même avant, surtout depuis l'échec de la concentration Alstom-Siemens, donc deux géants ferroviaires franco-allemands, on voit bien que les gouvernements français et allemands ont cette volonté de moderniser, de changer le droit de la concurrence, ce qui avait déjà été, entre guillemets, mentionné par le président de la République française, Emmanuel Macron, dans sa lettre adressée aux citoyens européens. Il faut se dire que lundi dernier, le gouvernement français a déposé auprès de la Commission un rapport qui avait pour vocation de présenter les revendications du gouvernement français, qui a réellement expliqué qu'il fallait, que c'était nécessaire de redynamiser, de remoderniser et surtout d'élargir ce droit de la concurrence européenne, parce qu'on se retrouve aujourd'hui avec des concentrations qui, certes, sur le marché européen, peut entraîner un déséquilibre, mais lorsqu'on se focus à l'échelle internationale, le marché européen, certes, doit aussi être compétitif à l'égard des produits et du marché américain, le marché chinois, et tous donc ces États tiers qui n'ont pas à subir, à être sous des règles aussi restrictives que notre droit de la concurrence européenne. Donc il faut quand même... Cette volonté de dynamisation n'est pas non plus complètement anodine. Après, il faut relativiser en se disant que quand même les concentrations, donc les fusions-acquisitions de grands groupes sur le cadre du marché européen, 90% sont quand même acceptés par la Commission. Au final,
c'est très rare qu'il y ait un réel refus, un réel blocage de la part de la Commission dans le cadre donc, de ces fusions-acquisitions. Mais il faut se dire également que le droit de la concurrence européenne a ses petites spécificités qui est vraiment, vraiment particulière. Je tends notamment la question des aides d'État, le contrôle des aides d'État, qui met un ovni par rapport aux autres droits de la concurrence, je pense notamment au droit américain, qui est vraiment ce contrôle afin d'éviter les déséquilibres lorsqu'un État investit beaucoup d'argent dans une entreprise pour l'aider ou pour tout simplement avoir des parts, il est à l'échelle européenne, en tout cas, cet investissement va être vraiment contrôlé, ce qui n'est pas du tout le cas et ce qui n'est pas du tout dans la mentalité d'un droit de la concurrence américain ou chinois. Donc il faut aussi, ce que je pense, moderniser notre droit de la concurrence européenne en gardant à l'esprit, certes, qu'il y a un marché mondial sur lequel on doit être compétitif, mais d'un autre côté, il y a des États membres avec des entreprises, des petites entreprises, qui ont du potentiel et qui ne doivent pas se faire écraser par des géants européens. Il faut aussi que les plus petites entreprises puissent prospérer et permettre une innovation et peut-être injecter de la nouveauté sur notre marché. Concernant les nouvelles technologies à l'échelle européenne, il ne faut pas rougir. On est quand même plutôt avancé par rapport, même pas aux autres États, où on est par rapport aux autres continents. Le RGPD, qui est donc la réglementation de protection des données personnelles des citoyens européens, est quand même un avancement très important. Je veux dire qu'on ne le retrouve dans aucune autre législation. C'est un véritable changement, une véritable modernisation auquel les États-Unis ainsi que d'autres États sont en train d'essayer en tout cas de se rapprocher de ce système-là pour protéger les consommateurs. Donc il faut vraiment déjà pas rougir. Mais il faut se dire que tout de même, l'Europe est très avancée sur d'autres thèmes, notamment l'intelligence artificielle, que l'on retrouve dans tous les sujets d'actualité, en bien ou en mal. C'est un sujet qui est très débattu, très polémique, mais en dehors des sujets éthiques, l'Union européenne a depuis à peu près 2 ans préparé un groupe d'experts, des experts en droit, des experts en intelligence artificielle, donc d'un point de vue technique, qui travaillent ensemble afin de préparer des réglementations. Ça a été commandé donc, par la Commission et donc, le Parlement est en charge donc, de ce groupe d'experts, afin de réglementer, d'encadrer l'utilisation d'intelligence artificielle dans les entreprises à l'égard des consommateurs et ont déjà produit un premier jet qui est extrêmement intéressant d'un point de vue personnel, je pense, puisqu'il envisage un point de vue légal de l'utilisation d'une intelligence artificielle, donc la responsabilité de l'entreprise, la responsabilité d'un utilisateur, d'un point de vue aussi éthique, jusqu'où peut-on aller avec des intelligences artificielles, jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller et est-ce que vraiment d'un point de vue éthique, je pense notamment dans des systèmes de santé par exemple, est-ce qu'on est prêt à aller jusque-là, à remplacer l'être humain par de la robotique. Et on a aussi un volet qui est sur le fait que ces robots, ces nouvelles technologies doivent pouvoir durer dans le temps. On ne peut pas se permettre, je pense notamment en Estonie, où il y a une grande nouveauté maintenant, c'est l'introduction de juges qui sont des robots, donc dotés d'intelligence artificielle. Que se passe-t-il s'ils tombent en panne? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se retrouve dans un système de justice complètement bloqué? Ou est-ce qu'on a réussi à s'assurer qu'il y a une relève derrière? Donc, on est quand même bien avancé et ces textes-là seront, à mon sens, très prochainement disponibles et bien sûr applicables à toute l'Union européenne. Donc un RGPD 2.0 sur des sujets qui touchent aussi bien les entreprises qu'aussi bien les particuliers. Je veux dire que votre algorithme sur votre téléphone est une intelligence artificielle.